Retournons en arrière au tout début des années 60. L'Hexagone est sur le point d'exploser traversé par une onde de choc sociétal sans précédent qui va tout balayer sur son passage. Dans le coin gauche du ring médiatique, il y a Brigitte Bardot, bébé, la femme enfant, le sexe symbole ultime qui a redéfini les codes de la féminité. Elle a fait voler en éclats la morale de grand-papa, libérant les corps et les esprits avec une insolence rare depuis le raz-de-marée. Et Dieu créa la femme. À 27 ans seulement, elle est déjà une divinité intouchable, chassée jour et nuit par des hordes de photographes régnant en maîtresse absolue sur le 7e art. Face à elle débarque un gosse de 18 ans. Un voyou au cœur tendre engoncé dans son cuir noir avec des yeux bleus perçants qui font hurler les filles et trembler les pères de famille Johnny Hallyday. Que leurs routes se croisent n'était pas juste une possibilité statistique, c'était une fatalité cosmique. Un scénario écrit d'avance par les dieux du show business. Tout part d'une intuition géniale de Francis Cosne. Ce producteur a le flair de vouloir jeter ces deux explosifs dans la même pièce pour le long métrage Les Parisiennes. Nous sommes plongés en 1961. L'air c'est lourd chargé d'électricité statique et d'attente insoutenable. Johnny, que l'on imagine comme une bête sauvage se roulant sur les planches de l'Olympia, cache en réalité une timidité maladive dès qu'il quitte la lumière des projecteurs. L'idée même de se retrouver nez à nez avec le mythe Bardot le tétanise, lui nouant l'estomac comme jamais. Il débarque sur le plateau de tournage, tête basse, pétrie d'humilité, totalement écrasé par l'aura de celle qui représente le fantasme national numéro 1. Les techniciens présents ce jour-là sont frappés de plein fouet par la différence abyssale qui sépare ces deux monstres sacrés à cet instant précis. Brigitte rayonne et elle est à l'apogée de sa gloire solaire. C'est une femme fatale qui s'assume une chasseresse élégante qui domine son environnement. En face, Johnny fait figure de diamant non poli, cherchant encore ses marques dans cette jungle impitoyable. Pourtant, l'étincelle jaillit sans prévenir. Au lieu de le snober avec la froideur d'une star inaccessible, Bardot perce instantanément la carapace. Elle voit la faille et la douceur dissimulée sous le blouson de motard. Elle identifie chez lui cette même faim insatiable de liberté, ce même dégoût grandissant pour la frénésie médiatique qui commence à les étouffer tous les deux. Ce qui se joue là dépasse le cadre du cinéma. Ce n'est pas juste une prise de vue, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. C'est la collision frontale de deux légendes vivantes qui se jaugent, se reniflent et finissent par se comprendre en un battement de cils. Les projecteurs s'allument, les caméras de Marc Allégret se mettent à ronronner, et c'est tout un pays qui semble retenir sa respiration en attendant le verdict. C'est au cœur de l'intimité factice d'une chambre de studio, éclairée à la bougie, que la magie opère, imprimant pour l'éternité cette image dans la mémoire collective. Le dispositif est minimaliste, presque banal sur le papier, mais le rendu à l'écran dégage une puissance émotionnelle dévastatrice. Johnny, sa guitare accrochée comme un bouclier, s'installe devant une Brigitte alanguie, presque offerte le regard chargé d'une bienveillance qui surprend tout le monde. Le grand Charles Aznavour, orfèvre des mots derrière le titre Retiens la nuit, avait tout calculé avec une précision chirurgicale. Il offrait au fauve du rock l'occasion de briser son image, lui tendant une ballade de velours pour dévoiler une sensibilité jusqu'alors insoupçonnée. Dès que Johnny murmure les premières mesures, l'horloge semble se figer. Plus rien n'existe autour d'eux. Le hurleur en sueur disparaît pour laisser place à un crooner vulnérable dont la voix de soie implore le temps de suspendre son vol. C'est un choc pour la France entière qui découvre soudain que l'idole des jeunes a un cœur qui bat une âme romantique capable de rivaliser avec ses excès de rage. Et de l'autre côté de l'objectif, Bardot ne fait pas que de la figuration, elle habite l'instant avec une intensité rare. Dans cet échange oculaire muet, la ligne de démarcation entre le scénario et la vérité des sentiments se dissout complètement. On ne sait plus si c'est Sophie qui écoute John ou si c'est Brigitte qui se laisse envoûter par Johnny. L'alchimie est si forte qu'elle brûle la pellicule. Une tension palpable sature l'air, une charge érotique incroyable mais d'une pureté absolue sans jamais tomber dans la vulgarité. Quand il chante pour nous deux jusqu'à la fin du monde, le public a désespérément envie de croire à cette promesse éternelle. Cette scène marque un tournant décisif dans la carrière de Hallyday. Il passe du statut de phénomène de foire éphémère à celui d'artiste complet capable de toucher les cœurs. Pour Bardot, c'est la preuve éclatante qu'elle peut partager la lumière avec un autre géant sans perdre son éclat, mais au contraire en le sublimant.
Cet instant de grâce capturé pour le cinéma se transforme instantanément en monument de la culture pop. Une séquence devenue culte qui cristallise à jamais la beauté insolente de ces deux anges déchus au sommet de leur art. Sans en avoir conscience sur le moment, ils venaient de signer un pacte d'amitié indestructible, loin des plateaux parisiens et de la grisaille du Nord. C'est sous le cagnard de la Côte d'Azur que cette fraternité va vraiment s'épanouir et s'inscrire dans la légende dorée des années yé-yé-yé. Le Saint-Tropez des années 60 et 70 n'a rien à voir avec la vitrine de luxe tape à l'œil que nous connaissons aujourd'hui. C'était encore un authentique village de pêcheurs transformé en épicentre mondial de la fête, un terrain vague de luxe pour les âmes rebelles. Un immense terrain de jeu pour une jeunesse dorée cherchant un sens à la vie. Et au milieu de ce chaos joyeux, Brigitte et Johnny règnent comme des souverains absolus. Ils incarnent le roi et la reine d'une Dolce Vita à la française, symbole d'un hédonisme sans complexe qui fascine le reste du globe. La Madrague, cette maison mythique de Bardot cachée derrière les canisses et les pins parasols, devient leur quartier général. C'est un véritable sanctuaire inviolable où les règles de la société bien pensante s'arrêtent à la porte. Johnny y débarque régulièrement en trombe, chevauchant ses grosses cylindrées, injectant le vacarme et la fureur du rock'n'roll au cœur de ce paradis bohème. Les survivants de cette époque bénie évoquent avec nostalgie ces nuits blanches, ces moments hors du temps où l'horloge semblait s'être figée pour l'éternité. Il ne s'agissait pas là de banales réceptions mondaines parisiennes, mais de véritables rites initiatiques, des célébrations débridées et païennes glorifiant l'existence elle-même. On y apercevait régulièrement l'idole des jeunes, Johnny, s'emparer fébrilement d'une guitare acoustique au bord de l'eau, lançant des jam sessions improvisées qui défiaient le silence de la nuit. Ces bœufs musicaux endiablés s'étiraient jusqu'aux premières lueurs nacrées de l'aube, tandis que Brigitte, pieds nus dans le sable et crinière au vent, chantait ou dansait, habitée par cette liberté farouche et indomptable qui n'appartenait qu'à elle. Cette ère marque le zénith absolu de leur complicité, une connexion solaire et aveuglante qui fascinait tous les témoins de la scène tropézienne. Ils partageaient alors ce même appétit vorace et féroce pour la vie, brûlant la chandelle non seulement par les deux bouts, mais en la jetant carrément au brasier. Inséparables, ils écumaient ensemble les sanctuaires mythiques de la Côte d'Azur, comme l'Escale ou le légendaire Papagayo, transformant la moindre de leurs apparitions nocturnes en un événement médiatique majeur. Mais par-delà le clinquant des paillettes et les rivières de champagne grand cru déversées, ce qui unissait véritablement ces deux monstres sacrés à Saint-Tropez, c'était ce sentiment grisant d'impunité, cette certitude d'être des intouchables. Au cœur de ce microcosme tropézien, véritable bulle hors du monde, ils pouvaient enfin baisser leur garde, retirer leur masque et respirer sans être épiés. Ils rayonnent de jeunesse, ils sont d'une beauté à couper le souffle et vivent dans l'illusion magnifique que cet été indien ne connaîtra jamais de fin. C'est précisément durant ces années charnières que l'esthétique Bardot-Hallyday se grave dans le marbre. Le cuir noir rebelle est le denim brut pour lui, le Vichy iconique, et la sensualité brute presque animale pour elle. À eux deux, ils redéfinissent les codes visuels et moraux d'une génération entière, qui refuse catégoriquement de vieillir, de se ranger ou d'obéir aux diktats de la vieille France. Ces étés passés à hurler de rire sur des rivasses, filant à toute allure sur la Méditerranée, ont forgé un lien indestructible. Ils ont partagé ces instants de grâce absolue, ces moments rares et précieux où l'adrénaline se mêle à la plénitude. On s'y sentait invincible, suspendu entre l'azur infini du ciel et le bleu profond de la mer, loin des tourments intérieurs et des démons personnels qui commençaient pourtant sournoisement à les guetter l'un comme l'autre. C'était l'âge d'or de l'insouciance, le calme avant la tempête, une parenthèse enchantée et miraculeuse. Une bulle temporelle où leur amitié fusionnelle se gorgeait de soleil et de lumière avant que les ombres de la célébrité ne s'allongent. Cette interrogation a littéralement hanté les colonnes de la presse à scandale et nourri les fantasmes les plus fous de l'Hexagone pendant plus de 50 ans. Ont-ils oui ou non franchi la ligne rouge? Sur le papier glacé des magazines, l'équation semblait pourtant inévitable, presque mathématique. Ils étaient que les fiancés de la France, les deux corps les plus érotisés du pays, deux aimants naturels dont l'attraction semblait impossible à contrer. Le moindre regard complice échangé sur un plateau de télévision, la moindre main effleurant une épaule dans les ruelles de Saint-Tropez, tout était disséqué, analysé et surinterprété.
Chaque geste anodin devenait pour les observateurs la preuve irréfutable d'une passion torride et dévorante soigneusement dissimulée aux yeux du grand public. La France entière voulait désespérément croire à l'existence de ce super couple royal à cette union sacrée. On rêvait d'une fusion charnelle et explosive entre le dieu vivant du rock'n'roll et la déesse incontestée du grand écran. Pourtant, la vérité sur la nature de leur relation est à la fois bien plus nuancée, plus subtile et paradoxalement bien plus profonde qu'une banale idylle de papier glacé vendue en kiosque. Si Johnny a fini par avouer des décennies plus tard avec cette candeur touchante qui le caractérisait avoir été secrètement épris d'elle lors de leur première rencontre. Comment un gamin de 18 ans aurait-il pu rester de marbre face à l'ouragan Bardot? L'histoire capricieuse a pourtant pris une trajectoire radicalement différente de celle attendue par les foules. Il y a certes eu un jeu de séduction évident, une admiration mutuelle teintée d'un désir latent, ce que l'on pourrait poétiquement qualifier de rendez-vous manqué sur le plan purement sentimental. Mais c'est précisément parce qu'ils ont eu la sagesse ou le hasard de ne pas consommer cette attraction physique que leur lien a pu traverser les décennies. Cette abstinence charnelle a permis à leur relation de survivre à l'érosion impitoyable du temps et aux aléas de la vie de star. Là où une romance passionnelle et tumultueuse aurait probablement fini par exploser sous le poids de leurs égos démesurés et de leur rythme de vie chaotique, l'amitié leur a offert un terrain stable, un sanctuaire indestructible. Au fil des décennies, l'ambiguïté des débuts a laissé place à quelque chose de plus noble, une fraternité d'âme absolue et inconditionnelle. Brigitte Bardot a fini par ne plus voir en Johnny une conquête potentielle ou un amant d'un soir, mais un véritable alter ego masculin, un frère de sang perdu et retrouvé. Ils se ressemblaient bien trop pour s'aimer comme des amants. Ils partageaient cette même nature animale instinctive, cette incapacité viscérale à se plier aux règles de la bourgeoisie bien pensante. Bardot dira d'ailleurs souvent de lui qu'il n'était autre que son double son jumeau astral, la version masculine de sa propre âme tourmentée. Cette relation restée strictement platonique leur a offert un luxe inouï, une liberté de ton totale. Entre eux, aucune jalousie maladive, aucune scène de ménage hystérique, aucun calcul mesquin, juste une loyauté brute et sincère. Cette absence totale de sexualité dans leur équation personnelle a agi comme le ciment le plus puissant de leur histoire. Ils pouvaient ainsi se confier leurs déboires amoureux respectifs, et Dieu sait qu'ils furent nombreux et douloureux pour l'un comme pour l'autre, sans la moindre crainte de jugement, avec la franchise brutale de vieux complices de tranchées. Ils ont brillamment déjoué le scénario écrit d'avance pour rédiger une histoire bien plus rare et précieuse dans l'univers impitoyable du show-business. Celle d'une tendresse pure absolue dénuée de toute arrière-pensée manipulatrice prouvant au monde entier une vérité universelle. Ils ont démontré que l'amitié entre un homme et une femme, même lorsqu'ils incarnent les plus grands sex symboles de leur siècle, peut s'avérer plus intense, plus riche et plus durable que l'amour lui-même. Ils n'ont jamais été amants. Ils étaient bien plus que cela, des âmes sœurs unies par une force supérieure au désir charnel, une compréhension silencieuse et totale de leur destinée commune hors norme. Car être une icône vivante en France ne se résume pas à un métier artistique ou à un statut social privilégié. C'est une véritable condamnation à perpétuité à vivre sous cloche. Sans Rania. C'est l'obligation constante d'évoluer sous le regard inquisiteur de tout un peuple prisonnier d'une cage de verre transparente. Johnny Hallyday et Brigitte Bardot ont partagé une expérience existentielle que personne d'autre dans l'Hexagone ne pouvait véritablement saisir la violence inouïe de l'adulation de masse. Ensemble, ils ont gravi des sommets de célébrités vertigineux atteignant des altitudes stratosphériques inaccessibles au commun des mortels. Ils ont vécu là-haut, là où l'air se raréfie dangereusement, où l'oxygène manque et où le silence, paradoxalement, devient assourdissant malgré les cris de la foule. C'est précisément dans cette atmosphère raréfiée, au sommet vertigineux de la gloire, qu'ils ont fini par se reconnaître deux âmes isolées, semblables à des naufragés échoués sur un atoll désert, pourtant encerclés par un océan humain déchaîné. Ils n'étaient plus de simples humains, mais des bêtes de foire sacrées, chassées sans relâche par les prédateurs. Si pour le commun des mortels la célébrité ressemble à un rêve doré, la réalité était tout autre. Pour Johnny et Brigitte, ce quotidien avait le goût amer d'un cauchemar éveillé. Ils payaient le prix fort de cette existence hors norme, l'impossibilité totale de l'anonymat, l'interdiction de flâner incognito dans une ruelle.
Il devait composer avec les photographes planqués dans les fourrés prêts à tout pour voler une image subissant une intrusion permanente et violente dans leur sphère privée sous le feu d'un jugement populaire constant. Lorsqu'ils croisaient leurs regards, c'était comme fixer un miroir déformant qui renvoyait leur propre tragédie. Johnny percevait la captive derrière la beauté glacée de Brigitte et elle devinait le prisonnier derrière la légende du rocker. Cette lucidité partagée a tissé entre eux une empathie rare, une sorte de pacte de survie face à la broyeuse médiatique qui tentait de les dévorer. Bien au-delà des sourires de façade affichés sur les tapis rouges et les couvertures de papier glacé, ils partageaient un spleen dévastateur, une mélancolie presque existentielle. On a trop souvent tendance à oublier que sous l'énergie volcanique de l'idole des jeunes et la désinvolture apparente de l'actrice, se terraient deux écorchés vifs flirtant dangereusement avec le précipice. Ils ont tous deux traversé des déserts émotionnels arides, frôlé la mort volontaire lors de tentatives de suicide et connu ces instants de détresse absolue où le néant semblait infiniment plus doux que la brûlure des projecteurs braqués sur eux. Au cœur de ces ténèbres, leur amitié s'érigeait comme un bunker inébranlable. Nul besoin de mots pour justifier la lourdeur de leur croix ou s'expliquer les tourments de la gloire. Un simple battement de cils suffisait pour hurler en silence « Je sais, je traverse le même enfer que toi ». En présence de l'un ou de l'autre, ils pouvaient enfin déposer les armes, faire tomber les masques et souffler un peu. Jean-Philippe Smet pouvait respirer sans étouffer sous le costume de l'idole. Et Brigitte s'autorisait la fragilité sans être réduite au sexe symbole bébé. Ils se servaient mutuellement de boucliers contre la voracité du public. Cette compréhension muette et profonde restait leur secret le mieux gardé loin des caméras. Ils avaient conscience que le monde les adulait pour l'image qu'ils projetaient, mais eux s'aimaient pour ces deux enfants perdus, qu'ils étaient restés cherchant désespérément un peu de vérité dans un monde d'adultes cyniques. C'est cette solitude commune et vertigineuse qui a cimenté leur lien, le transformant en une citadelle imprenable, une alliance tacite contre la folie destructrice du show business. Ils étaient sans doute les seuls à parler ce dialecte étrange, celui de ceux qui ont tout conquis et qui ont brutalement compris que le bonheur résidait ailleurs. Alors que les décennies s'égrènent et que ces corps jadis sculptés par la grâce de la jeunesse commencent à plier sous les assauts inévitables du temps et de la maladie, l'amitié entre Brigitte et Johnny va connaître sa mutation ultime, celle de la fidélité absolue à l'épreuve de la fin. Quand Johnny s'engage dans son dernier duel contre le cancer, une bataille féroce qu'il mènera avec une dignité de vieux guerrier, Brigitte recluse dans sa madrague, reste l'une des rares à ne jamais lâcher sa main, même virtuellement. Leurs échanges se raréfient mais gagnent en intensité. Ses antennes ne la trompent pas, elle sent avec cet instinct animal qui la caractérise que le lion est à bout de souffle. Elle l'inonde de messages de bravoure, de mots d'amour brut et de soutien, loin du vacarme des vautours médiatiques qui préparent déjà l'après-Johnny. Le 5 décembre 2017, lorsque le couperet tombe et que la France entière se réveille orpheline, le cri de douleur de Bardot déchire le silence médiatique. Elle qui vit en ermite sort de sa réserve avec une violence émotionnelle qui bouleverse tout. « Je suis désespérée. Johnny était un monument. C'est la France qui meurt avec lui. » Pour elle, ce n'est pas juste un pote qui s'en va. C'est un pan colossal de sa propre existence qui s'effondre brutalement. Le dernier témoin de leur jeunesse incandescente s'est éteint. Elle perd son alter ego masculin, celui avec qui elle avait partagé le trône de la gloire absolue. Mais la véritable preuve de sa loyauté, celle qui scellera à jamais la noblesse de leur pacte, éclate dans les mois suivants lorsque le clan Hallyday vole en éclats. Quand la guerre de l'héritage explose, étalant au grand jour les linges sales et les testaments contestés, le tout Paris se fait prudent, craignant de choisir son camp. Pas Brigitte. Fidèle à son tempérament volcanique et à son sens viscéral de la justice, elle brise l'omerta pour défendre ce qu'elle estime être la mémoire bafouée de son frère de cœur. Elle prend fait et cause publiquement pour les aînés David et Laura qu'elle a vu grandir sous ses yeux. Avec son franc-parler légendaire, elle fustige ce qu'elle qualifie d'indécence crasse martelant, que le Johnny qu'elle connaissait n'aurait jamais souhaité une telle boucherie fratricide ni déshériter sa propre chair. En adoptant cette posture courageuse, quitte à se mettre à dos une partie de l'opinion ou le clan de Laetitia Bardot,
prouve que son allégeance allait à l'homme et non à la marque Hallyday. Elle s'est dressée telle la gardienne du temple protégeant l'image du père aimant et refusant que les histoires de gros sous ne souillent leur légende. Jusqu'au bout, elle aura été cet allié indéfectible, cette sœur d'armes qui, même par-delà la mort, continue de veiller farouchement sur l'âme de celui qui lui a chanté « Retiens la nuit ». Au final, le rideau tombe sur cette saga exactement comme il s'est élevé par une ultime démonstration d'indépendance farouche et une passion dévorante qui a osé briser tous les tabous imaginables. Ils auront tenu tête au monde entier sans jamais baisser les yeux, restant fidèles à cette promesse d'amour inconditionnel jusqu'à l'instant précis où la vie les a quittés.